Donc on va regarder un épisode de Corporate qui est sorti il y a quelques semaines ou mois, je sais plus. Donc les communautés de fans sont-elles des pigeons? Donc question à la fois précise, pertinente et puis sur laquelle j'espère on va avoir des trucs à dire, on va voir ce que ça donne. On perd pas plus de temps, c'est parti, Bolchegeek, le fils de pub, n'hésitez pas à aller voir leurs chaînes respectives, ils font du très bon boulot. Selon vous, quel est le point commun entre l'AS Saint-Étienne, les Griffons d'Or, Rosé et une Harley? Eh bien, ils ont tous des millions de fans qui s'organisent en communauté, s'habillent à leur effigie, achètent leurs produits dérivés, promeuvent leur passion et créent du contenu à leur sujet. Et cette ressource-là, croyez bien que les entreprises, elle leur a pas échappé. Elles ont ainsi développé une technique consistant à exploiter la passion sincère des fans pour les transformer en vaches à lait et en main-d'œuvre gratos. Plus communément appelé le Community Management. Bienvenue dans Corporate. Merci. Donc on va apprendre ce que c'est le Community Management de manière plus frontale. Hâte de voir ça. Tout d'abord, finalement, des fans, c'est quoi? Un groupe électif pérenne d'acteurs partageant un système de valeurs, de normes et de représentation et se reconnaissant des liens d'appartenance de chacun avec chacun et de chacun avec le tout communautaire sur la base d'un attachement commun à un objet particulier. Ces communautés constituent ce que l'on appelle un fandom. Et pour être considéré comme faisant partie d'un fandom, il faut cocher plusieurs critères. Déjà, est-ce que tu as une passion? Oui. As-tu sciemment choisi une communauté? Au sens large, il n'y a pas de limite géographique forcément, surtout avec Internet. Alors, je sais pas si je l'ai vraiment choisi, mais on va dire que je suis tombé dedans. Ok, très bien. Oui. Est-ce que ton engagement dans cette communauté perdure dans le temps? Bon, écoute, depuis 2015, donc je dirais que oui. Est-ce que vous avez adopté une identité collective avec ses codes, ses références, Oui. un vocabulaire peut-être? Ouais, et ben par exemple, si je te dis GG, report noob jungler, 0 gank dans la botlane. Parfait, j'ai rien Il compris. aime LOL. Ensuite, est-ce qu'au sein de tes pairs, tu as des moyens de te différencier? Bah oui, regarde, ça par exemple, tu vois, c'est mon personnage préféré et je lui ai acheté un petit skin de chat. Mignon. Ok, dernier point, cette communauté est-elle organisée autour d'un objet culturel, d'un individu ou d'une marque? Oui, c'est le jeu League of Legends, qui est un réel fandom avec Oui, même moi une scène aussi. sportive, des conventions, Mais- une série animée, des sites collaboratifs, etc. D'ailleurs, faut vraiment que je la voie, Arcane, hein. Je sais, je suis en retard de beaucoup trop de temps, mais j'ai pas Netflix, donc compliqué, mais ça a l'air vraiment bien. Et l'important, c'est de comprendre que ça pourrait être n'importe quel objet. C'est exactement pareil pour moi, qui suis fan de Johnny Hallyday, qui est tous les albums, connaît l'envie d'avoir envie par cœur, allait le voir en concert tous les ans, avec mes t-shirts à son effigie, qui est pleurer sa mort, et qui est même un tatouage de lui, devant un loup qui hurle à la lune. Non, c'est pas vrai, mais ça serait exactement la même chose. Et on ne juge pas. Pendant trop d'années, j'ai jugé les fans de Johnny, mais d'un côté, parce que, comme beaucoup, en fait, comme beaucoup de communautés, c'est souvent les fans les plus hardcore qui sont les plus représentés, et c'est souvent les plus cringe. Et franchement, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à dire dans le chat ou dans les commentaires de la VOD si vous vous sentez appartenir à une communauté de fans selon les critères qu'ils ont dit. Moi, oui, je dirais manga, Sum 41 et YouTube en règle générale. Mais sinon, et ciné, ouais. Mais sinon, pas tant que ça. Je suis rarement fan de quelque chose. Alors que si Par contre, quand je suis fan. juste vous chantez, allumez le feu ironiquement à toutes vos soirées BDE, vous ne faites pas partie du fandom. Vous êtes juste lourd. Maintenant qu'on a Oui. bien le concept en tête, on peut comprendre ce qu'un tel phénomène peut représenter pour une marque. Alors, même si comme d'hab, ça vient absolument pas d'elles, elles ont vite compris comment l'entretenir et surtout en tirer profit. Et les premiers à piger ça, c'est pas les geeks, c'est pas une pop star, c'est... Et ouais, les CM originaux, c'est Harley Davidson. Dès le Allez, début du XXe rebelle. siècle, avec l'explosion des constructeurs de motos, on voit apparaître les premiers clubs de motards, eux-mêmes héritiers des clubs de vélo. Ils s'organisent d'eux-mêmes autour de leur passion, avec leurs propres courses et promenades en bécane. Mais ils font pas que ça. Ah ben non, ça papote, ça boit des coups, ça discute technique, bougies, soupapes et surtout modèles de constructeurs, parmi lesquels Harley Davidson va s'imposer comme un des plus iconiques de la production américaine. J'adore à quel point, tu sais, Harley, tout ça, c'est censé être un truc en mode... Il y a une vision un peu, rebelle, anti-système et tout. Alors qu'en fait, comme tous les communautés de fandom, c'est des vaches à lait, comme tout le monde, hein, et je m'inclus dedans, hein. Je veux dire, c'est très rare une communauté de fandom où on n'est pas un minimum des pigeons. De là Mais est c'est né tout humain. un pan de l'imaginaire américain, forgé autour de ces cow-boys modernes, chevauchant leurs fiers destriers mécaniques. C'est beau, Les putain. outlaws, les hors-la-loi. Imaginaire que la culture populaire a entretenu jusqu'à aujourd'hui. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes. Un desperados, un banditos, je sais pas où je vais. Je sais pas du tout où je vais. Un renégat.
évidemment, c'est très bien. Parce que lorsque je vous dis Harley, normalement, vous pensez immédiatement aux vastes contrées de l'Ouest, parcourues par des gangs de motards comme les Hells Angels, des hors-la-loi, avec tatouages, jeans, bandeaux, cheveux longs, grosses beubards. Et ça, c'est sur beaucoup de marques, hein. Dans les années 90, tu disais Adidas, tu pensais à Korn. Même si Adidas était assez con pour pas faire de contrat avec Korn. Tu pensais Nike, tu pensais Michael Jordan dans les années 90. Dans les années 90-2000, tu penses Converse, tu penses Skater, tu vois. Et il y a beaucoup de marques qui ont réussi à s'approprier une culture. Bon, des fois en la tuant, hein, comme la tectonique. Mais des fois, sur le long terme, bah, les Harley, ça marche très bien. Ou entre mecs. Comment ça? Bah, les Hells Angels, c'était des rebelles en lutte contre la société. Et ben, comme les journalistes aimaient bien faire des articles sur eux pour vendre du papier, dès qu'ils voyaient un photographe, ils se roulaient des grosses pelles en sachant que ça allait faire trop péter bien. des câbles aux petits bourgeois de bonne famille qui liraient Mais le c'est trop journal bien. en buvant son café. Mais c'est génial en vrai. Mais go faire ça partout en fait, s'il vous plaît. En vrai, c'est une trop bonne idée. Ça casse totalement l'image. Pourquoi ils font pas ça au Hellfest, les mecs, entre eux? Ah oui, parce que la moitié sont des gros fachos et que l'autre moitié sont des gros gauchos. Oui. Ouais, c'est compliqué du coup. Je plaisante, calmez-vous, il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens normaux. Non mais c'est vrai que non mais c'est une bonne idée, ça casse totalement l'image du rebelle qui va tout niquer et tout, alors qu'en vrai, ben, la plupart du temps, c'est surtout des fans de moto qui sont entre eux et qui partagent leur passion en buvant des coups et en faisant de la route. Et en plus, bah, comme ça emmerde les bourgeois et les journalistes qui va totalement avec le truc anti-système. C'est du génie en vrai. Ça devait hurler au wokisme, dis donc. Oui, parce que le problème, c'est que tout ça, c'est spontané et auto-organisé. La marque n'a aucun contrôle dessus et sur l'image que ça donne d'elle. Les bandes de motards, à partir des années 30, étaient en fait surtout composées de prolos laissés sur le bord de la route par la Grande Dépression. Et c'est souvent comme ça, hein, vous avez remarqué, la plupart des gros fandoms et les trucs comme ça part souvent du bas, comme la Révolution d'ailleurs, hein, je dis ça, je dis rien. Ça passe souvent du bas pour ensuite être repris par les marques qui veulent en faire du profit et tout. Mais c'est fascinant à quel point, dès que ça part du haut, c'est rarement tenable sur le long terme. Ça peut, hein, mais c'est rare. Alors, à la base, ces représentations venaient de médias qui cherchaient à les stigmatiser en voyous terrorisant les honnêtes gens. Comme par exemple avec cette photo des émeutes de Hollister en 47, qui s'avère en réalité être en grande partie une mise en scène parue dans Life Magazine. Heureusement, dans notre épisode sur comment les marques récupèrent les sous-cultures, on a vu comment elles pouvaient à la fois surfer sur leur image cool, tout en lissant tous les éléments réellement subversifs, en mettant la main dessus, la méthode Doc Martens. Mais le community management nous permet d'aller beaucoup plus loin. Vous allez D'ailleurs, on avait vu ensemble des vidéos sur la naissance des skinheads, c'était vachement intéressant. Je sais plus si on a fait la partie 3, si on l'a pas fait, il faudrait qu'on la fasse. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'origine ou les best-of. Franchement, il y a des trucs intéressants à dire. voir le coup de génie. On avait notre marque de gâteaux apéro, si populaire en festival pour leur aspect bon marché, pratique et formidablement étouffe chrétien. Au point que s'agrège toute une communauté de jeunes rebelles festifs pour qui la marque devient un symbole de leur identité. Grâce au community management, on va pas se contenter de sponsoriser leurs événements et d'instrumentaliser leur image à des fins commerciales, Trop facile. histoire de l'édulcorer et de la dépolitiser bien comme il faut. Non, on va carrément organiser nous-mêmes, de A à Z, des teufs officiels Cruster. Ouais, genre comme Red Bull a fait pour le sport extrême, comme j'imagine Harley a fait pour des organisations de moto, je pense qu'ils vont en parler, etc. Ben, en vrai, oui, pourquoi juste sponsoriser quand tu peux créer le truc toi-même si t'as l'argent? Et ça te rend d'autant plus légitime, tu vois. Ça fait que les gens ils se disent, cette marque, ce pan culturel, tu l'associes forcément à cette marque. Des clubs Cruster, des conventions Cruster, directement autour du produit lui-même. Bref, on va encadrer la communauté elle-même. On leur file des cartes de membres, des comptes premium en ligne, des newsletters qui vont les tenir informés des futurs rassemblements, mais aussi des nouvelles saveurs de nos gâteaux apéro. On pourra même leur donner des promotions, ainsi que des informations exclusives quant au processus de fabrication, via des vidéos mettant en avant l'évidente qualité de nos produits et le bonheur de nos employés. Et comme ça, bah, tu te sens fait partie d'une communauté, tu te sens légitimé, tu te sens reconnu par la marque, par la société, et du coup, t'es encore plus dans la tribu. Ouais! Et on va également ramener dans notre giron un maximum des activités, pratiques et productions de ces fans. Au lieu que nos crusts continuent de se fabriquer leurs propres fringues pour se reconnaître entre eux, ils pourront obtenir des chapeaux et des vestes officielles. Et nous, au passage, une marge généreuse. C'est gagnant-gagnant! On pourra élargir notre catalogue avec un saladier Cruster et toutes sortes de récipients apéro adaptés à chaque type de gâteau vendu par la firme. Désolé, mais moi là je pense aux Sex Pistols. Je peux pas m'empêcher de penser aux Sex Pistols. Mais surtout que c'est terrible à quel point c'est souvent des sous-cultures qui sont marginalisées, qui font les trucs en mode DIY.
en mode à la zob et tout, qui finalement se font reprendre par des corporations. Et le pire, c'est que les gens le bouffent. Et je m'inclus dedans, hein, on est tous dedans un minimum. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est tellement puissant, c'est tellement... Ça fait tellement un minimum du bien de se sentir appartenir à une communauté, avoir le goodies qui te rend vraiment... qui fait on se dit, ah oui, lui, il est vraiment fan de ça, etc. Que malheureusement, ça échappe pas à grand monde. Et même dans des trucs où tu crois qu'en fait, tu y échappes, hein. Ainsi, les fans ne sont plus juste des passionnés, ils deviennent des membres officiels. Et ils n'appartiennent désormais plus à un simple fandom, mais à une communauté de marques. Des individus liés entre eux autour de l'objet de leur passion et reconnus par elles. C'est beau et surtout, ça se monétise. Et ça, c'est le plus important, la passion version chef otaku, mesdames et messieurs, la passion. C'est précisément ce qu'a fait Harley-Davidson dans les années 80, pour contrer l'arrivée sur le marché des motos japonaises. En 1983, ils ont créé le premier rassemblement de motards officiels, les HOG, pour Harley Owners Group. Alors c'est marrant parce que HOG ça veut dire port et c'est sans doute fait exprès parce que les propriétaires de Harley surnommaient leur moto comme ça depuis très longtemps après qu'une équipe star de course avait pris pour mascotte un petit cochon. La marque va ainsi prendre le contrôle des clubs qui s'étaient formés jusque-là naturellement pour pouvoir proposer un cadre présenté comme aventureux, mais en réalité ultra familial. Les concessions deviennent alors les points névralgiques où les habitués se rencontrent. Et c'est comme ça que tu tues une contre-culture, ou alors que tu la mainstream tellement que le sens premier est totalement édulcoré. Et c'est là où tu as malheureusement des fois aussi les divisions entre les anciens qui voient la douille, les nouveaux qui ne la voient pas, et au lieu d'essayer de faire un pont entre les deux, bah il y a division. Et voilà, et après c'est la merde, et voilà, la saucisse. Et en seulement 30 ans, c'est 1400 groupes qui furent créés, comptant plus d'1 million de membres. Sachant que l'entrée d'un client dans un HOG renforce sa fidélité et sa propension à acheter de 30%. Car pour une marque, une communauté de fans, c'est d'abord une solide base d'acheteurs. Elle cherche bien entendu à élargir le plus possible sa clientèle, mais une autre source de profit est de chercher au sein des communautés les individus les plus engagés, similaires au concept des baleines blanches dans l'économie des jeux gratuits, une petite minorité qui va représenter une part disproportionnée des revenus. Et on les connaît tous, on en a tous vu des photos de gens comme ça qui ont tous les goodies Pokémon ou tous les goodies GTA ou tous les goodies Sonic ou Mario, ce que tu veux, tous les goodies de machin. Et c'est eux en fait qui sont les plus, comme ils l'ont dit, hein, les plus grosses baleines qui pompent le plus, enfin qui crachent le plus leur fric. Et même si évidemment la plupart des gens comme toi et moi qui, genre moi tu vois je suis allé à Sum 41, j'ai acheté un t-shirt, ou tu vas en convention manga, tu te prends un petit cosplay ou un truc comme ça, c'est bien. Mais les gens vraiment tellement fans et tellement dans le truc qu'ils vont tout acheter, c'est mieux. Telle la Moby Dick des marketeurs, ils chercheront sans relâche à harponner les clients légendaires prêts à dépenser l'équivalent d'un PEL chaque mois dans les produits dérivés de leur marque préférée. Je sais pas si ça coûte cher, mais ça coûte tout ce qu'on a. Je suis geek au point de aussi garder les boîtes vides. Et gardez vos jugements pour vous, hein, parce que c'est une tendance qu'on retrouve dans tous les fandoms, que ce soit le collectionneur de figurines Star Wars, de cartes Pokémon, les supporters qui achètent tous les maillots de leurs joueurs préférés, ou encore chez les K-pop stans qui vont prendre les albums de leurs idoles préférés par palette. Alors qu'ils savent même pas lire le coréen, c'est ça qui est terrible. Mais oui, c'est humain. Et même les gens qui disent non, mais moi je suis, j'ai dit une connerie, hein, je suis un méga hippie, Rastafari, tout ça, j'ai pas besoin de ça. Ok, d'accord, mais ton Sarwell de telle édition, machin, acheter machin, c'est aussi une forme de fanatisme et d'acheter les trucs de telle manière, tu vois. Ton grinder, ton truc, je caricature pour que vous voyez l'idée, mais même quand tu crois que t'en réchappes, c'est très rare les gens qui vraiment échappent un minimum à ce phénomène, et c'est souvent les gens qui sont le moins matérialistes. Et malheureusement, on est dans une société où le matérialisme est de plus en plus mis en avant, de plus en plus encouragé, et il y a l'illusion de plus en plus que c'est ça qui nous fait du bien, malheureusement. Ces pratiques sont désormais au cœur de ces modèles économiques. Lucas negotiated a smaller paycheck in exchange for the rights to sequels, and here's the kicker, merchandise. The real fortune was in the toys, action figures and games. Ah, visionnaire Lucas à cette époque. Hein. Parce qu'à l'époque, les produits dérivés, ça se faisait peut-être un peu. Il y avait la planète des singes qui avait eu ça vite fait, et ça marchait bien. Mais c'est tellement loin d'être aussi colossal que Star Wars, et du coup il a négocié pour avoir un plus petit salaire qu'il aurait dû avoir parce qu'il sortait d'American Graffiti qui avait été un succès, donc il aurait dû avoir un plus gros salaire, et il a eu le flair de se dire non, je veux pas forcément le gros salaire, par contre je veux pouvoir, les produits dérivés c'est moi qui les fais, et ça a marché.
Ça a marché, on sait ce que ça a donné aujourd'hui, hein, et Lucas s'est retrouvé pété de thunes grâce à ça, ce qui ironiquement l'a détruit aussi un peu parce qu'il est devenu un corporatiste. Between 1977 and 1978, Star Wars toys alone raked in $100 million. En un Mais an, ça 100 s'arrête pas millions là, de dollars. car au sein d'une même communauté, De l'époque, hein, donc avec l'inflation, ça fait beaucoup plus. Imaginez le pognon jusqu'aujourd'hui. Et sachant que Star Wars, c'est pas la franchise la plus lucrative au monde, hein. La plus lucrative, c'est Pokémon, et ensuite c'est Hello Kitty. Star Wars, je crois que c'est dans le top 10, c'est sûr, peut-être dans le top 5, mais je suis même pas sûr. Imaginez. Non, sûrement dans le top 5 quand même. les individus vont aussi chercher à se distinguer les uns des autres. Les fans de K-pop soutiendront leur idole préférée. Ceux de Star Wars prendront un sabre laser bleu, rouge ou violet, et chaque bon supporter de foot aura l'écharpe de son club favori, comme les fans d'Harry Potter avec leur maison. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On va donc pouvoir décliner à l'infini toute une gamme de Et chapeaux et, encore de plus de vestes profit. avec différentes variantes et coloris. Mieux, comme il y a des collectionneurs passionnés, on peut créer des paquets Cruster avec des goûts différents, mais aussi des designs uniques, ou même des paquets shiny. Ouais, et puis aussi, comme l'a fait Coca avec ses canettes et ses bouteilles, où il y a des prénoms, où il y a équipe, collègue, famille, amis, amour, ce que tu veux, tu vois. Et ça marche super bien, parce que même si t'es si t'es pas en mode faux boycott tout ça et que tu bois du coca de temps en temps mais que t'es pas non plus un gros fan et que tu vois il y a le prénom de ton amoureux ou de ton amoureuse ou qu'il y a le prénom de ton petit frère ou ton enfant et que tu sais qu'il aime bien, bah tu vas en prendre une petite canette. Et ceux qui font la collection, bah ils vont prendre tous les noms et ça fait un profit de monstre. Et il faudra bien les acheter, c'est pour la collection. Les goodies. Non mais attends, mais tu manges quoi là en fait? Les crusters au réglisse, c'est immonde. Mais attends, mais ça vient de ma collègue? Mais tu sais combien ça coûte une édition pareille sous blister? Tenez, est-ce que vous savez que le jeu qui a Réel. rapporté le plus d'argent en 2024 est gratuit? Le très populaire Fortnite, un free-to-play, Évidemment. s'installe gratuitement et a placé la personnalisation au centre de son modèle économique. Comme LoL, comme pas mal de jeux. De toute façon, on arrive de plus en plus à des jeux gratuits dont le modèle économique se base surtout sur les baleines et sur les gens qui vont vouloir absolument se démarquer parce qu'ils sont trop fans et qu'ils veulent pas avoir le skins de base. On s'y approche de plus en plus et c'est de plus en plus le cas malheureusement. Chaque joueur peut donc customiser son personnage avec différents accessoires selon ses envies. Ce modèle économique repose sur un besoin naturel, bien connu de la psychologie sociale, le sentiment d'appartenance. Puisque ce que l'on trouve au sein d'un fandom, et donc d'une communauté de marques, c'est la reconnaissance de ses pairs. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est souvent les gens les plus isolés, les plus mal dans leur peau, etc. qui sont souvent les plus prompts à être vraiment à fond dans un fandom, à fond dans une passion, notamment les geeks par exemple, mais pas que évidemment, dans le côté je me sens appartenir à quelque chose, là où avant je me sentais beaucoup trop seul et isolé, et du coup ça fait un lien avec d'autres personnes qui leur est beaucoup trop précieux, et c'est pas pour le jugement, hein, c'est même un peu triste malheureusement pour certaines personnes. Il y en a c'est fait de façon totalement maîtrisée et chill, mais il y en a c'est vraiment à un point où ça devient obsessif parce qu'ils ont entre guillemets que ça, et bah, les marques ils en jouent aussi de ça, tu vois. Le côté grande famille, tu vois les conventions, hein, genre autant ils sont cringe les gens avec les free hugs et tout, bon il y en a ils sont marrants, mais autant il y en a ils sont cringe, mais autant tu sens que il y en a c'est surtout désespérément besoin d'amour, de contact physique, de contact social, parce que ben ils en ont pas tant que ça, et c'est vraiment triste de ouf. Au-delà du côté cringe et des fois plus que limite. Possibilité de partager sa passion avec des gens qui nous comprennent. Des gens qui vibrent à l'unisson avec nous sur des sujets qui nous enflamment et avec qui nous allons même lier des relations fortes, des amitiés durables, peut-être même l'amour d'une vie qui donnera naissance aux générations futures. Et ça c'est monétisable. Des affects sociaux est une technique encore plus efficace dans le cas où notre communauté est organisée autour d'une personnalité, elle-même devenue une marque. Kurt Johnny. Cobain. C'était déjà le cas à l'époque où on pouvait Excellent. utiliser chaque apparition publique, chaque couverture magazine, chaque photo volée pour entretenir la communauté. 5 ans se sont écoulés entre les albums Thriller et Bad de Michael Jackson. J'aime autant vous dire que les fans étaient sur les dents. Mais c'est devenu central avec l'immédiateté et l'interactivité des réseaux sociaux. Et maintenant, tu as deux stratégies à ce niveau-là. C'est soit la stratégie de PNL, par exemple, qui va faire un album tous les 1000 ans, avec très peu d'informations, avec très peu de contenu, et du coup, les fans, à chaque info, ça va être l'explosion et tout le monde en parle. Ou ça va être la stratégie à la Jul, c'est-à-dire, t'en mets un maximum, et comme ça, ben, les gens, ils sont tout le temps contents, et les deux marchent, les deux sont différentes, ça dépend ce que tu recherches, et ça dépend aussi de ton type de contenu, mais ça marche très bien. Les fameuses relations parasociales, où tous les aspects de la vie peuvent être documentés et mis en scène quasi en temps réel.
Dès votre depuis réveil, Internet. vous découvrirez les stories de sa soirée mondaine de la veille. Durant votre déjeuner, vous profiterez de sa présence en feat sur la chaîne YouTube d'un duo médiatique. Et le soir, vous le On retrouverez va pas en dire qui stream le duo. sur son jeu favori pour peu qu'il se soit lancé sur Twitch. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Je peux savoir ce que vous foutez les modos? Ouais, alors, pour Big Flo, bon exemple, mais d'un côté, Big Flo, tu sens que c'est un vrai passionné d'internet, un vrai passionné de Twitch, un vrai passionné de culture web. Pour le coup, c'est pas que de la récupération, sûrement qu'il en profite un peu pour asseoir sa notoriété, les relations parasociales et tout, mais tu sens qu'il fait ça avant tout pour se faire kiffer, en vrai, Big Flo. Bannez-moi tous ces connards là. Ici, grâce à Insta, je sais que Lena Situation était au musée du Louvre hier avec Étoile. Ces relations parasociales sont d'ailleurs entretenues activement via la familiarité utilisée dans le discours des influenceurs. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'espère que vous allez bien. Et vous, comment ça va la famille? Eh, salut alors, la commu, vous allez bien, les blaizisos, tout le monde va bien? Allez, on s'abonne, on like, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee pour me donner un max de thunes. Yeah! J'espère que vous allez bien. Mais aussi par leur omniprésence. Ce qui nous fait au fur et à mesure agglomérer des informations sur leur vie et leur personnalité, renforçant un processus d'identification qui nous fera apprécier et peut-être même parfois jusqu'à aimer la personne. Et ça, C'est monétisable. Quoi de mieux Chips. que d'avoir Allez, fils de pub, Bolche Geek. comme sponsor Yazio. Les amis, cette vidéo est sponsorisée par RF. Le détranspirant. Les amis, cette vidéo n'est pas sponsorisée parce que je n'ai pas assez de personnes sur mes chaînes pour pouvoir monétiser quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à vous abonner un max pour que je puisse me faire un minimum de moula et ne pas crever la dalle. Même si là, je vous rassure, ça va. Hein. De toute façon, en vrai, j'avais dit que maintenant, YouTube et Twitch, c'est plus par amusement qu'autre chose. Mais si on peut se faire un petit billet en plus de mon petit salaire, je dis pas non. Hein. le fait que le community management soit devenu, à l'ère d'Internet, un enjeu commercial incontournable pour toutes les marques. Chacun de ses fans ressentira alors une forte proximité grâce à cette intimité de masse qu'entretiennent aujourd'hui les créateurs et créatrices sur Internet. Stratégie que l'on retrouve aujourd'hui même dans les clubs de foot comme l'AS Saint-Etienne dont on parlait en début de vidéo. Ce club, c'est entre 3 et 4 vidéos YouTube par semaine et potentiellement jusqu'à 5 ou 6 posts Insta par jour. Cette production de contenu en flux continu, dans une logique feuilletonesque, sert à personnifier le club, mais aussi à entretenir un lien fort avec les fans les plus investis. De manière à ce que les joueurs ne soient plus seulement des personnes, mais deviennent les héros de leur propre série. Mais au fond, cette marchandisation des relations parasociales, elle n'a pas attendu Internet. Parce que si on y réfléchit bien, l'ancêtre de votre youtubeur préféré, eh ben c'est... Bonjour à tous, bon vendredi. Dans le téléachat, il y avait déjà tout. Des regards caméra, des conversations, des rires et des anecdotes échangées entre le présentateur et la présentatrice, et surtout une présence quotidienne de ces figures récurrentes, familières, qui nous parlent depuis le confort de leur salon. Et je détestais le téléachat quand j'étais petite, déjà, parce que bah, qu'est-ce que j'en avais à foutre de leur truc, ça se voyait que c'était un truc pour les retraités, en tout cas moi je voyais ça comme ça, un truc de pigeon pour les retraités, et surtout c'était ça qu'il y avait avant les dessins animés sur TF1, et fallait que j'attende que ça finisse pour avoir les dessins animés. Alors tu vas me dire, bah va sur une autre chaîne, en attendant, oui mais imagine je rate le début de Pokémon, c'est totalement inacceptable. Donc je regardais la fin du téléachat, et c'était chiant, je détestais ça. En plus ça se voyait que c'était de la merde leur truc. Qui nous vendent toutes sortes de produits. Voici les lustrenettes, lustreuses et nettoyeuses pour votre voiture et pour votre appartement. Alors aujourd'hui, ça peut nous paraître ridicule, mais rappelez-vous comment tout le monde aimait Pierre Bellemare. Un autre exemple bien vintage, même s'il perdure encore aujourd'hui, c'est le modèle des réunions Weight Watchers ou Tupperware qui enrôlent leurs propres fans en tant que VRP, en leur faisant organiser des moments de sociabilisation réguliers sous forme de sessions de vente. Car, cerise sur le gâteau, les fans ne constituent pas juste des consommateurs passifs, ils forment des communautés actives. Actives de ouf, et on le voit d'ailleurs hein, en règle générale sur les réseaux sociaux, avec le côté les fans ils sont prêts à défendre leur idole ad vitam aeternam, il n'y a même pas besoin de limite de community manager vu qu'ils relaient les informations d'eux-mêmes, etc. Non franchement c'est une machine bien huilée, hein, ça marche bien. Qui produisent avec leur propre huile de coude. Et ça, c'est du travail gratuit. Oh tiens en fait, on a reçu notre premier fanart cluster. Regarde. C'est toi qui l'as fait? Oui. Il est beau. Dégueu. Ah ouais, bah tu penses pouvoir faire mieux? Eh bien à ce moment-là, envoie ton meilleur fanart cluster, tu auras peut-être la chance de pouvoir intégrer au prochain épisode. Et comme ça, on pourra arrêter de payer. Tiens, qui d'ailleurs vient de sortir la suite de Coco n'aime pas le capitalisme, Coco n'aime pas le capitalisme à la plage. En les mobilisant correctement, les marques peuvent tirer profit de leur passion en les faisant assurer leur promotion, alimenter les réseaux et créer leur propre contenu.
D'ailleurs, expérience simple, réalisable directement chez vous. Vous tapez le nom de n'importe quel grand joueur de foot, suivi de highlight, et vous obtenez une série de vidéos faites par des fans, mettant en avant ses plus belles réussites. Ce qu'on va pouvoir se réapproprier et tenter d'orienter dans le sens de notre stratégie. Et si on les faisait eux-mêmes inventer les prochains goûts de nos crusters? Alors Sabretz a essayé et ça s'est pas très bien passé. Oui, non mais aussi ils font ça sur Twitter. Non, on n'a qu'à réserver ça aux membres les plus fidèles directement sur notre site. Et oui, parce que non seulement t'es sûr que va pas y avoir des goûts essence ou des trucs comme ça comme sur Twitter, mais en plus les gens vont se sentir d'autant plus investis et ils vont se sentir reconnaissants envers la marque en mode waouh, la marque écoute mon avis, c'est que c'est vraiment une bonne marque. C'est tellement facile et en même temps c'est tellement brillant et machiavélique. Comme ça, on maîtrise le cadre et eux, ils se sentent privilégiés. Bah oui. Et pourquoi pas leur proposer un concours pour designer notre prochain packaging? Ouais, donc on leur demande un travail de graphiste en fait. Exactement, mais en faisant valider par la communauté, on les valorise comme créateurs. Ouais, non mais là, faudrait quand même les payer parce que c'est un peu gros, on va faire énormément de fric sur leur dos quand même. Alors, heureusement que Lego, ils ont pas ton mindset de syndicaliste, parce qu'ils font ça depuis 2005 et ça se passe très bien. Quand la firme aux petites briques s'est rendu compte que toute une communauté, les AFOLs, pour adultes fans of Lego, avait créé ou hacké des logiciels de création 3D pour faire leurs propres modèles dans les années 90, ils ont hésité entre les attaquer en justice. Ça, c'est la méthode Nintendo. Ou les intégrer. Et vous avez compris quelle option ils ont choisi. Mais franchement, il fallait être déter pour faire de la 3D en amateur dans les années 90, parce que je vous rappelle que le premier Toy Story, c'est 95. À la limite, je préfère la méthode Nintendo qui consiste à, certes, aller trop loin dans le délire, mais au moins tu les exploites pas les gens. Au moins ils sont cohérents dans le côté, c'est notre marque, on fait tout tout seul et vous avez rien à faire parce que c'est notre propriété, mais au moins tu exploites pas les gens à faire des trucs, à leur faire gratuitement. C'est au moins ça, même si un entre-deux serait possible, je pense. Et pour ce qui est de la rémunération, eh bien le constat fait par les entreprises, c'est que la valorisation sociale est beaucoup plus efficace que les récompenses financières. Ce système, on le retrouve sur les vestes des membres des HOG, mais aussi sur tous les sites basés sur une communauté qui récompense les plus grands donateurs d'idées, de temps ou d'argent via des petits badges qu'on peut afficher de manière à créer une reconnaissance, ça, mais pas aussi cher. Et surtout une hiérarchie entre les membres. Créant ainsi un sentiment de compétition qui pousse d'autant plus à s'investir. Voilà, ça va encore me donner une idée. Imagine, t'es un fan, mais alors hardcore de Cruster. Ouais, bizarre, mais admettons. Et un jour, tu reçois un ticket d'or. Une invitation à visiter les usines et découvrir en avant-première les nouvelles saveurs. Mais c'est le pitch de Charlie et la chocolaterie, ça. Oui, alors, et c'est aussi le pitch des soirées Gold de Sephora ou les annonces de nouveaux modèles Mercedes. Sauf qu'à la fin, le PDG, il donne jamais les clés de la boîte à un gamin de prolo. Non, mais on peut penser plus grand. Tout le monde n'est pas Roald Dahl. Big outside box. On peut aussi leur proposer une expérience unique, de mettre littéralement la main à la pâte. Ils auront l'incroyable opportunité de s'installer sur nos chaînes de production et de créer leurs propres biscuits eux-mêmes. C'est le rêve. Ils deviendraient des membres premium au cœur même des rouages de cette communauté de marques qui leur doit tant et qui leur rend si bien. Il est super rigolo cet épisode déjà et ça me fait penser à une ancienne vidéo de Salut les Geeks qui montrait, je crois que c'était en Philippines, qu'il y avait des stages où les enfants apprenaient à faire des burgers et tout, et que déjà les parents payaient pour que les enfants fassent les burgers, et que du coup ça fait qu'une fois qu'ils allaient avoir l'âge légal pour travailler, ils avaient déjà l'expérience. C'est du génie, c'est diabolique, c'est horrible. Non mais là ça commence à faire gros quand même. Ah mais ça passe. Aux Philippines, on organise des Kiddie Crew Workshop, c'est-à-dire qu'ils c'est exactement ce dont je parlais. Font ça avec des gosses sur une semaine et les parents doivent payer pour ça. Et payer cher 9 € la journée pour faire bosser ton gosse chez McDo gratos. Bah j'avoue que les enfants j'aurais pas osé. En usant du community management, les entreprises profitent donc de ce travail collectif et gratuit de milliers de passionnés qui donnent de leur temps libre, de leur argent et même de leur force de travail pour leur passion. Mais au fond le problème c'est pas la passion. Pour reprendre l'exemple de Lego, de l'imaginaire des fans sont sortis des tonnes de fan-films d'une créativité époustouflante, au-delà des productions officielles et sans en tirer le moindre bénéfice. Des productions collectives, non marchandes, libres, que l'industrie va pouvoir ensuite se réapproprier sous forme de profit. Parce que le problème, c'est que ça, c'est monétisable. Non mais tout va bien, ils leur ont rendu hommage dans le premier film. Tout va très bien. These 4 clips are shorts submitted by fans. Oh ça va alors. People built. Ah ça va, si ils les ont mis dans les films. Non mais en vrai c'est sympa, mais ils pourraient pas aussi les payer, genre un petit peu, tu vois, genre juste à chouïa, histoire de pas trop se foutre de leur gueule. Mais non, parce que sinon c'est moins monétisable.
qui a généré un demi-milliard de dollars au box-office, en plus d'être une des plus grosses publicités de tous les temps pour leurs produits. Et ça a marché de ouf, hein, Lego, parce que déjà le film Lego est génial en soi, et surtout ça a remis plein d'adultes dans Lego en mode ah oui d'accord, c'est pas que pour les enfants, un peu comme Pokémon Go a remis plein d'adultes qui avaient un peu lâché l'affaire avec Pokémon dans Pokémon. C'est un délire. C'est vraiment injuste de juger les communautés de fans en les voyant comme des pigeons ou des vaches à lait. C'est même précisément le problème avec la façon dont les marques les voient. Alors que faudrait plutôt se rendre compte que c'est elles qui leur doivent beaucoup, et pas l'inverse. D'ailleurs, on voit parfois ces communautés de fans, qu'on pense si dépendantes, refuser de s'aligner avec les objectifs des grandes entreprises. Comme par exemple le mouvement sécessionniste Warhammer qui, saoulé par les marges gargantuesques de Games Workshop, a lancé sa propre gamme de figurines. Ou les Potterhead, qui ont décidé collectivement de changer l'appellation du Quidditch pour Moldu en Quadball en 2021 afin de se détacher des positionnements transphobes de l'autrice. J.K. Rowling, pétasse! J.K. Rowling, grosse pétasse. Et vraiment, je comprends que vous ayez envie de continuer à être fan d'Harry Potter, hein. Malgré la transphobie, tout ça, je comprends. Mais juste lui donnez pas d'argent en fait. Téléchargez, faites vos trucs vous-même, achetez d'occasion, soyez inventifs, mais au minimum ça, tu vois. Et je comprends, hein, on a tous nos contradictions, on a tous des trucs où, bah même si c'est pas si ouf, on aime, et que celui qui n'a jamais eu ça me jette la première pierre. Mais essayons de faire le minimum légal, quoi. Même si j'ai bien conscience que c'est pas facile pour tout le monde, surtout si jamais ça fait des années que t'es fan du truc, surtout si jamais ça fait que l'objet culturel en soi, t'as l'impression qu'il t'a sauvé la vie de moments difficiles, etc. Je comprends, mais essayons quand même un minimum. On les voit parfois aussi se réapproprier ces savoir-faire, ces modes d'action, de communication et d'organisation développés dans leur communauté de fans pour mener d'autres combats. Le plus emblématique de ces dernières années, c'est la mobilisation régulière de ces fameux fans de K-pop pour des combats politiques. Pour la Palestine, la Birmanie ou Black Lives Matter, en levant des fonds, en réservant en masse des places pour les laisser vacantes lors des meetings de Trump, en affichant des édits de Delogu sur Times Square pour soutenir le NFP et en signalant leur idole préférée pour avoir volé leur cœur, afin de saturer les plateformes de délation de la police américaine, etc. La K-pop, c'est pas une des musiques les plus engagées de la planète, et sans doute même une des industries musicales les plus brutalement commerciales. Et pourtant, tout ça, ça met précisément à profit les compétences développées au sein de leur fandom. Bah alors, les gauchistes qui tournent H24 sur des compiles de chants de la commune en doumant dans votre canapé, on se fait mettre à l'amende par des ados fans de boys band coréens? C'est pas faux, hein, c'est pas faux, mais en vrai ils ont raison, essayons de se servir de nos passions pour déjà se faire kiffer les autres, mais aussi pour que ça soit productif et que ça converge avec nos intérêts de lutte. Tu vois, la droite et l'extrême droite se gênent pas pour le faire, hein. Il y a trop de noirs et d'arabes, il y a trop de minorités dans les films et les vidéos, nanana. Donc pourquoi on le ferait pas nous aussi un minimum? Si comme toujours, les grandes entreprises... Mais sauf que nous on le ferait de manière plus pertinente, de meilleure manière et sans leur mauvaise foi. Exploiter à leur profit nos passions et notre travail symbolique, il est bon de se rappeler que ces outils sont les nôtres et que aussi, on peut se les réapproprier. Mais oui, merci d'avoir su. Réapproprions-nous les moyens de production, les gens, réapproprions-nous, évidemment, réapproprions-nous les moyens de production, nos objets culturels, ce qu'on aime dans la vie, réapproprions-nous tout ça, et arrêtons d'être des moutons de ce monde capitaliste. En tout cas, très bonne vidéo, franchement, je pense que c'était l'une de leurs meilleures. Après, je les ai pas toutes vues les dernières, mais c'était vraiment celle qui m'a fait le plus marrer dans les dernières, franchement, très très drôle. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était très bien. Tout va bien.